Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, le Salon international de l'entrepreneuriat AES a été officiellement lancé ce mardi 18 novembre 2025. La cérémonie de lancement était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Abdul Karim Saro Nouhoum-Koné pour le compte-rendu. L'entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération de l'AES, c'est le thème de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AES. Durant 4 jours, Bamako, la capitale du Mali, accueille plus de 5000 participants, dont de jeunes porteurs de projets innovants à ce grand rendez-vous de l'entrepreneuriat. D'envergure régionale, le Salon de l'entrepreneuriat s'inscrit dans les priorités de la présidence malienne de la Confédération de l'AES. Il matérialise de fait la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, celle des Mali souverains, entreprenant et positionné stratégiquement dans son espace régional. Le Mali accueille aujourd'hui avec honneur d'importantes délégations d'experts, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'opérateurs économiques conduites par mes homologues du Burkina, du Niger, venus participer activement aux travaux témoignant de la vitalité et de la solidarité et de la cohésion qui anime l'espace AES. Ce salon contribuera sans nul doute à cette ambition en offrant des formations spécialisées, des panels de haut niveau, des concours d'idées innovantes, des rencontres B2B et un espace dédié au contenu local, pierre angulaire de l'émergence des entreprises nationales. La tenue d'un événement d'une telle taille est un signal fort que le Mali est et demeure un pays fréquentable, malgré la campagne de désinformation dont il fait l'objet de la part de certains États. Dans un contexte marqué par des défis factuels, dont le changement climatique, la défense et la sécurité, il s'agit pour les États de l'AES de se donner les moyens et la capacité pour relever ces défis dans le cadre de la coopération régionale renforcée et équilibrée en vue de protéger et renforcer les outils de développement dont l'entrepreneuriat. Le présent Salon international de l'entrepreneuriat AES s'inscrit dans ce cadre et constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et du développement inclusif. Il est une matérialisation de la vision des pères fondateurs de l'AES, à savoir son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Abdelrahman Tchani, président de la République du Niger. Mesdames et messieurs, le Salon international de l'entrepreneuriat AES a pour objectif de promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans notre espace, d'offrir une plateforme régionale de valorisation de l'initiative privée, de mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour des projets structurants et enfin de contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. Dans notre pays, et comme dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, les secteurs porteurs de l'entrepreneuriat sont très variés, parmi lesquels on peut citer l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'énergie, les technologies et les mines, j'en passe. Il s'agit là des secteurs clés qui participent à la transformation structurelle de l'économie, la gestion durable de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la résilience. La cérémonie de lancement officiel a été sanctionnée par la coupure de ruban symbolique et une visite guidée des stands par le Premier ministre et les délégations invitées. L'actualité sur un tout autre plan, le président du Conseil national de transition CNT, le général Maliki Diaw, a reçu en audience mardi 18 novembre 2025 l'ambassadeur du Royaume-Uni et une délégation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Le reportage est signé Nouhoum-Koné avec la voix de Khadija Traoré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du CNT pour renforcer les relations avec les partenaires internationaux et promouvoir la coopération au développement du Mali. Je commence à approfondir des contacts avec des institutions, des ministères,
et des leaders maliens. Pour le Royaume-Uni, c'est toujours important ce partenariat pragmatique entre notre pays, le Royaume-Uni, et la République du Mali. Et le Royaume-Uni est déjà actif dans plusieurs domaines pour soutenir les efforts de la société malienne et les institutions maliennes. Et donc maintenant, c'est pour nous à continuer ces efforts pour renforcer la résilience du Mali dans cette période, mais aussi pour contribuer à l'avenir. La deuxième audience a été accordée au Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection civile. C'est une visite de courtoisie qui permet effectivement de discuter de la situation humanitaire et de présenter les activités que le CICR conduit au Mali dans le cadre de son mandat, dans le cadre du droit international humanitaire, et qui nous permet effectivement de discuter des problématiques de l'accès aux soins de santé, de l'accès à l'eau, de la sécurité alimentaire et effectivement du besoin impératif du CICR d'engager avec les autorités en partenariat pour trouver les meilleures solutions pérennes et efficaces aux besoins des populations. Donc le CICR travaille d'abord et avant tout sur la promotion du droit international humanitaire avec toutes les parties au conflit. Le CICR travaille aussi avec la Croix-Rouge du Mali, la CRM, aussi pour porter assistance aux populations les plus vulnérables. Le CICR est présent dans tout le pays, que ce soit à Ménaka, à Kidal, à Gao, à Tombouctou, à Mopti et ici à Bamako et dans le sud, notamment sur le soutien aux hôpitaux, notamment dans la question de la prise en charge chirurgicale des blessés de guerre, mais aussi sur la formation et le soutien en médicaments, sur le soutien aussi aux centres de santé sur le terrain, sur la sécurité alimentaire, le développement au niveau des coopératives sur la production de semences et bien évidemment sur l'accès à l'eau, au niveau de la création de forages et aussi au niveau de l'approvisionnement en eau dans certaines villes. Au sortir de cette audience, l'ambassadeur du Royaume-Uni et la délégation du CICR se disent satisfaits des échanges féconds avec le président de l'organe législatif de la transition. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec la voix d'Abdul Karim Sago. Le secrétaire général de l'ONU appelle à l'union avec les pays du Sahel pour faire face à la montée du terrorisme. Antonio Guterres a fait l'état des lieux sur les attaques djihadistes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Nous sommes confrontés au risque d'un effet domino désastreux dans toute la région. De nombreux pays sont ébranlés. Le terrorisme au Sahel n'est pas seulement une réalité régionale dramatique. Les liens de plus en plus étroits entre ces groupes en Afrique et au-delà en font une menace mondiale croissante. Le Sahel représente 19% des attaques terroristes mondiales et plus de la moitié des victimes liées au terrorisme dans le monde. Cette violence et cette instabilité engendrent des souffrances massives, a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Face à la situation régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sollicite la communauté internationale pour rétablir la confiance entre les différentes parties. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a critiqué lundi un avion arrivé dans le pays avec plus de 150 Palestiniens à bord. Ronald Lamaoula a déclaré que ces arrivées s'inscrivaient dans le cadre d'un programme plus large visant à évacuer Gaza et la Cisjordanie par le biais d'un réseau de vols affrétés. Ces commentaires ont été perçus comme une accusation contre Israël d'être à l'origine d'une campagne visant à expulser des personnes des territoires palestiniens et à les envoyer dans d'autres pays. 153 Palestiniens sont arrivés à Johannesburg jeudi. L'autorité israélienne chargée de la mise en œuvre des politiques civiles dans les territoires palestiniens a déclaré que les Palestiniens à bord de l'avion affrété par l'Afrique du Sud avaient quitté la bande de Gaza après avoir reçu l'autorisation d'un pays tiers de les accueillir dans le cadre d'une politique du gouvernement israélien autorisant les habitants de Gaza à quitter le territoire. Ce pays tiers n'a pas été nommé.
Au Nigeria, une écolière a échappé à la vigilance de ses ravisseurs et a pu s'enfuir quelques heures après avoir été kidnappée. Les faits se sont déroulés dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria. 25 jeunes filles ont été enlevées dans les dortoirs de l'école secondaire publique pour filles dans lesquelles elles se trouvaient. Parmi elles, une seule a pu fuir et rentrer directement à son domicile. Une autre élève qui ne figurait pas parmi les 25 enlèvements confirmés s'est également échappée dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Les enlèvements massifs dans les écoles ne sont pas rares dans le nord du Nigeria, où opèrent des dizaines de gangs armés composés principalement de bergers nomades et plus récemment de djihadistes. Selon les analystes, les écoles sont souvent prises pour cible par les gangs afin d'attirer davantage l'attention. Les forces de sécurité ont quant à elles intensifié leurs efforts pour secourir les victimes. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué ces enlèvements. Les analystes et les habitants attribuent l'insécurité à la corruption qui limite l'approvisionnement en armes des forces de sécurité. En Iran, des inondations ont causé d'énormes dégâts matériels à la suite de fortes précipitations dans l'ouest du pays. Des routes endommagées, des maisons et des infrastructures détruites, c'est ce que rapporte l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Selon les médias, une ville près d'Abdana a reçu 52 mm de pluie en 45 minutes, ce qui a provoqué des inondations soudaines. Les précipitations totales ont atteint 73 mm à la fin de la journée, a ajouté le rapport. Environ 40 propriétés ont été touchées par les inondations, selon le gouverneur local. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat dans cette région qui compte environ 3000 habitants. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérifla TV.